Madame, Monsieur, bonsoir. Il est pile 19 h à la une de l'actualité. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale Abdelmajid Tebboune, a présidé ce dimanche au siège de la présidence de la République la réunion périodique du Conseil des ministres. Plusieurs secteurs étaient à l'ordre du jour de cette réunion. On y revient dans un instant. Le décret portant dissolution de l'Assemblée populaire nationale à partir du 1er mars de cette année vient d'être publié au journal officiel. L'Europe a connu il y a quelques jours un phénomène météorologique assez rare, un nuage orange porteur de particules tout droit venues du Grand Sahara, porteur également de traces radioactives datant des essais nucléaires de la France coloniale opérés en Algérie. On parle ce soir également de la banane. Après une absence de 20 ans, ce fruit exotique refait surface à Jijel grâce à un projet de 2 jeunes agriculteurs ayant investi dans la bananiculture avec le soutien de l'ANSEJ, et le succès est au rendez-vous. Bienvenue à tous. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, a présidé ce dimanche au siège de la présidence de la République la réunion périodique du Conseil des ministres. La réunion a été consacrée à l'examen et à l'endossement de plusieurs exposés sur la relance de l'économie nationale et le suivi de la prise en charge des préoccupations des citoyens. Plusieurs secteurs étaient à l'ordre du jour lors de cette réunion. On relèvera bien sûr le secteur de l'intérieur des collectivités locales, le secteur du commerce, le secteur de la santé de la population et de la réforme hospitalière. Également à l'ordre du jour le secteur de l'industrie pharmaceutique et également le secteur de la pêche et des ressources halieutiques. Alors, je le rappelle, bien sûr, la réunion qui s'est déroulée aujourd'hui même au siège de la présidence de la République, sous la présidence du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune. C'est la première réunion du gouvernement depuis le dernier remaniement partiel opéré par le président de la République. Je le rappelle encore une fois, cette réunion a été consacrée à l'examen et à l'endossement de plusieurs exposés sur la relance de l'économie en Algérie. La réunion consacrée également au suivi de la prise en charge des préoccupations des citoyens. Plusieurs secteurs ont eu à être étudiés lors de cette réunion. On relèvera bien sûr le secteur de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, le secteur du commerce, le secteur de la santé, le secteur de l'industrie pharmaceutique et celui de la pêche et des ressources halieutiques. Et nous aurons bien sûr l'occasion de revenir en détail sur cette réunion dans nos prochaines éditions. Dans le reste de l'actualité, le décret portant dissolution de l'Assemblée populaire nationale, l'APN, donc à partir du 1er mars 2021, c'est-à-dire demain, ce décret a été publié au journal officiel. Le texte précise que le président de la République, vu la Constitution, notamment ses articles 91, 7 et 151, et après consultation du président du Conseil de la Nation, du président de l'Assemblée populaire nationale, du président du Conseil constitutionnel et du Premier ministre, décrète l'Assemblée populaire nationale dissoute à compter du 17 Rajab 1442, correspondant au 1er mars 2021. À Tamal Rasset, le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazih Baramdan, a présidé un séminaire sur le thème « Comment consolider le front intérieur dans le contexte des changements actuels ». Et cette réunion s'est faite en présence des représentants de la société civile et des enseignants universitaires. Camélia Mellal.
L'implication de la société civile dans la consolidation du front intérieur à l'aune des changements en cours que connaît la région de Tamanrasset, un aspect sur lequel a insisté le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazih Bromdan, lors d'un séminaire organisé à l'université de Tamanrasset. C'est le rôle du mouvement associatif que de sensibiliser. Nous devons tous nous serrer les coudes pour rester unis. C'est important d'unifier nos efforts, surtout avec la société civile. Cette dernière a prouvé son efficacité sur le terrain et les résultats sont là, surtout durant la période de la pandémie. اللي كانت ما بين مؤسسات المجتمع المدني فعاليات المجتمع المدني الحقيقية اللي موجودة في الميدان. Depuis la wilaya de Tamanrasset, Nazih Bromdan a souligné la nécessité d'éveiller et d'éclairer la conscience sociale pour faire face à tout défi pouvant menacer la stabilité du front intérieur. تعيش عدم استقرار خاصة لدى جيراننا. العالم كله. Il y a des menaces induites par les nouvelles guerres intelligentes, Smart World, et ce à travers les rumeurs tendancieuses auxquelles s'exposent les jeunes et qui devront être vigoureusement affrontées, dont la mission de la société civile de contribuer efficacement à la consolidation de la stabilité et la préservation de la cohésion nationale. Il est de notre devoir en tant que front intérieur d'éveiller et d'éclairer la conscience sociale pour affronter les défis menaçant la stabilité du pays à la faveur d'une stratégie impliquant l'ensemble des acteurs associatifs, notamment les jeunes de la région. Cette rencontre a été sanctionnée par l'adoption des recommandations allant dans le sens de la consolidation de la stabilité du front intérieur et de la cohésion nationale. L'Europe a connu il y a quelques jours un phénomène météorologique assez rare, un nuage orange porteur de particules tout droit venues du Grand Sahara nord-africain et qui avait envahi notamment plusieurs villes françaises. Mais le nuage n'a pas transporté que des particules de sable, il y a également des traces radioactives détectées lors de ce passage. Les scientifiques en sont formels. Alors d'où vient cette radioactivité? Eh bien des essais nucléaires de la France coloniale opérés en Algérie. Nakhla Larbi. L'information a été largement relayée par les réseaux sociaux et les médias, notamment le quotidien français Le Parisien qui a souligné que si les traces radioactives ne sont pas dangereuses, cette pollution revient comme un boomerang, mettant la France face à ses responsabilités. Le sirocco qui a soufflé sur la France et d'autres pays européens était porteur de particules radioactives. Le sable du Sahara, charrié par les vents, contient du césium-137 qui n'est autre qu'un composant radioactif. Les données rendues publiques par les chercheurs de l'université de Caen, spécialistes de la radioprotection, sont sans équivoque. Le césium-137 remonte au début des années 60, quand la France avait effectué ses essais nucléaires dans le Sahara algérien. Le phénomène survient alors que l'Algérie évoquait il y a quelques jours le 61e anniversaire des essais nucléaires français en Algérie, un crime contre les Algériens, notamment les habitants d'Erguen, que la France continue d'occulter alors que les chercheurs de Caen sont formels. C'est une pollution radioactive bien réelle et parfaitement indiscutable. Qui sème le vent récolte la tempête, un vieil adage qui prend tout son sens dans cet incroyable phénomène météorologique. Le ciel orangé, observé dans plusieurs régions de France et d'ailleurs, durant ce mois de février, a été observé comme une curiosité. Or, il est porteur d'un héritage macabre, une énième trace indélébile d'un crime colonial renié à ce jour. La découverte du césium-137 met non seulement en cause les essais nucléaires français en Algérie, mais corrobore de fait les propos du professeur Kamel Bouzid, spécialiste en oncologie, qui avait déclaré que les effets radioactifs engendrés continuent et continueront encore de causer des cancers, des handicaps et la stérilité. L'oncologue avait à juste titre exigé que la France nettoie ses sites comme l'avait fait la Russie à Tchernobyl en 1986 et le Japon à Fukushima en 2011. Oran a commémoré ce dimanche le 59e anniversaire de l'explosion de 2 véhicules piégés commis par la sinistre organisation de l'armée secrète, l'OAS, française. C'était un certain 28 février 1962 à la place de Tahtaha, au cœur du quartier populaire Medina Jdida. C'est un crime qui a fait plusieurs victimes d'Algériens désarmés. La cérémonie de commémoration
de cet anniversaire s'est déroulé en présence du président du Haut Conseil islamique Abdallah Ramallah et du conseiller du président de la République chargé des associations religieuses Aïssa Belakhdar, des autorités de la wilaya et des membres de la famille révolutionnaire qui ont marqué cet événement par un dépôt d'une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative dans ce lieu où a eu lieu ce crime odieux et la lecture de la Fatiha à la mémoire des Shuhada. On parle ce soir de l'huile d'olive algérienne distinguée à l'étranger. C'est un producteur algérien de Ain Ouassara, il est d'origine de Tizi Ouzou, qui vient de remporter le prix du concours consacré à l'huile d'olive extra vierge de récolte précoce du concours international de Dubaï, Olive Oil Competition. L'oléiculteur Hakim Alilesh a remporté ce prix parmi plus de 360 participants à ce concours venant des différents pays, notamment d'Espagne, de Grèce, d'Italie, de Tunisie également, et qui sont les premiers producteurs au monde de l'huile d'olive. Les huiles ont été analysées par un premier jury composé d'experts basés à Dubaï. Une autre analyse a été effectuée par un jury composé d'experts internationaux, italiens, japonais, français ou encore brésiliens. Les lauréats se voient offrir la possibilité de commercialiser leurs produits sur les sites internet des organisateurs du concours, mais aussi sur un réseau de boutiques de luxe à travers le monde. Ce producteur, originaire, je le disais donc, de Tizi Ouzou et dont les vergers sont situés dans la région de Benhara, Ain Ouassara, a précisé qu'il tenait son exploitation exclusivement de cultures biologiques. D'ailleurs, il a soumis son produit à la certification auprès d'un organisme mondial basé en Allemagne. L'oléiculteur de Ain Ouassara, Hakim Alilesh, possède un verger de 40 hectares comptant 15 000 oliviers, dont 9 000 sont en production avec une irrigation en réseau goutte à goutte. On le salue et on le félicite pour cette distinction remportée à l'international. L'agriculture toujours, pour vous parler cette fois d'une absence, l'absence d'un fruit exotique, la banane, qui s'est absentée de la région de Djidjel pendant 20 ans. Eh bien, elle vient de refaire surface grâce à un projet de 2 jeunes agriculteurs qui ont investi dans la bananiculture. Avec le soutien de l'ANSEJ et le succès est au rendez-vous, vous allez le voir dans ce reportage signé à Djidjel par Saïd Mayouf. Dans la localité agricole de Jimar, commune de Chekfa à Djidjel, le paysage est recouvert de serres à perte de vue, au milieu desquelles trône une multichapelle dont la culture est toute particulière. Une fois à l'intérieur et de prime abord, vous êtes plongé dans une atmosphère tropicale où la banane règne maîtresse des lieux. C'est l'œuvre de 2 jeunes agriculteurs, Zoher et Mohamed, ayant relevé le défi de la bananiculture grâce au soutien de l'ANSEJ. J'ai pensé à cultiver la banane car elle existait dans les années 80 à Djidjel. En 2019, j'ai déposé un dossier auprès de l'ANSEJ. Après accord, je me suis lancée dans cette culture qui est totalement bio et le résultat est très satisfaisant. La serre multichapelle de plus de 6 mètres est un atout de plus permettant de fortifier la culture. Grâce aux facilités accordées, on a pu concrétiser notre projet. On a atteint aujourd'hui la phase de production. Et même sur le marché, notre banane a du succès, car elle diffère grandement de celle importée, que ce soit en matière de saveur ou de parfum. Un rêve qui devient en 2019 une réalité, et ce depuis l'apparition des premières bananes après 14 mois d'attente, la période nécessaire à la floraison avant la fructification. L'accompagnement des services agricoles s'est avéré plus que nécessaire dans la concrétisation de ce projet. La plaine de Jimar est un pôle agricole par excellence. Elle est caractérisée par les cultures sous serre, notamment les multichapelles. Aujourd'hui, la banane refait surface après une absence de 20 années. Nous avons tenu une réunion avec le wali de Djidjel afin de restructurer cette filière et de parvenir à créer une coopérative permettant de mieux organiser cette culture à travers Djidjel d'abord et dans le futur pour les 14 wilayas côtières du pays. À force de patience et de dur labeur, ces 2 jeunes agriculteurs ont pu faire renaître ce fruit jaune de ses cendres. Pari gagné pour ces jeunes agriculteurs ayant pu ainsi concrétiser leur rêve et réussir la culture de la banane en recourant à la culture sous serre multichapelle. La banane Made in Djidjel compte ainsi conquérir tous les étals des marchés nationaux.
L'agriculture, un secteur qui attire de plus en plus d'investisseurs grâce au contrat de partenariat agricole. C'est d'ailleurs grâce à ce type de contrat que des terres jachères sont mises en valeur et des emplois sont créés. Exemple à Médéa dans ce reportage de Abdelaziz Halim, le récit de Bouchra Abouali. À Médéa, ce sont pas moins de 1300 hectares de terres qui sont exploités dans le cadre de 73 contrats de partenariat agricole liant des agriculteurs à des investisseurs. Ces contrats de partenariat portent sur les arbres fruitiers, notamment les pommiers, les pruniers et les cerisiers. Les contrats portent également sur la prospection et le forage des puits, ainsi que l'extension des terres irriguées à travers le système de goutte à goutte. Concernant la production arboricole, elle a atteint plus de 20 000 tonnes. Après avoir procédé à la mise en valeur des terres, nous avons planté 5 hectares de pommiers, 2 hectares de vignes et 1 hectare de cerisiers. Grâce à ce type de contrat, de plus en plus d'investisseurs se tournent vers l'agriculture, un secteur porteur qui leur permet de faire plus de gains en vertu de la règle 66-34 régissant l'investissement dans ce domaine. Le contrat en question a permis la mise en valeur de nombreuses terres laissées à l'abandon et la création de 2800 emplois entre permanents et saisonniers. Avant, nous cultivions le blé et le foin, mais cela n'a pas marché. Nous avons investi dans 10 hectares de pommiers et de cerisiers. La région de Ouled Barahim est celle qui a bénéficié le plus de contrats de partenariat agricole. Environ 42 contrats ont été établis dans cette commune. La plupart portent sur le développement de l'arboriculture. Le contrat de partenariat agricole est de nature à favoriser l'investissement dans le secteur. Il permet par ailleurs une meilleure exploitation des terres agricoles pour une production variée et de qualité. À Tiaret, la récupération des déchets, un nouveau créneau économique qui intéresse beaucoup d'investisseurs. Exemple, cette usine de recyclage qui récupère de façon journalière toutes sortes de déchets pour les transformer en matières premières. Reportage Mohamed Qassimi, le récit de Walid Yousfi. Chaque jour, cette usine de recyclage située à Tiaret récupère plusieurs tonnes de déchets pour les transformer ensuite en matières premières. Un procédé qui se répand de plus en plus depuis ces dernières années, notamment grâce à l'apport de jeunes porteurs de projets. Cela fait 2 ans que je travaille ici avec mes collègues. Des projets comme celui-ci ne peuvent être que bénéfiques pour l'environnement, pour notre région et même pour les jeunes. Cela permet de créer de l'emploi. Nous avons bénéficié d'un crédit de l'Agence nationale de l'emploi de jeunes pour acheter le matériel nécessaire et démarrer ainsi notre projet. Depuis, nous nous sommes beaucoup développés. Nous avons acquis un matériel plus performant. Nous avons pu par la même occasion augmenter notre production. Une aubaine pour les établissements d'enfouissement des déchets de la région. Nous avons un contrat avec eux portant sur 4 centres. Nous récupérons de 3 à 3,5 tonnes de carton, de plastique, d'aluminium, de fer et tout autre déchet recyclable. Ce genre d'initiative permet de rallonger la durée de vie du fossé de remblayage des déchets. Cela permet de créer de l'emploi à travers des micro-entreprises. Ceci permet de récupérer les déchets ménagers et de produire de la matière première. Entre métal, plastique ou carton, tout est récupérable. Il suffit juste d'asseoir la bonne logistique et les répercussions ne peuvent être que bénéfiques pour l'environnement et l'économie nationale. Le bilan Covid pour ce 28 février, 132 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 122 guérisons et 4 décès malheureusement enregistrés durant ces dernières 24 heures. Un bilan complet est dressé ce soir par le Dr Jamel Fourar, porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. Principaux indicateurs enregistrés au cours de 24 dernières heures sont les suivants. 132 nouveaux cas, 185 patients hospitalisés, 122 patients guéris, 18 patients en soins intensifs et 4 décès. Avec la déclaration de 132 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures reste toujours inférieure à 1 cas pour 100 000 habitants, sachant également que 19 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 25 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et seulement 4 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Les décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, leur nombre est de 4 nouveaux décès, rahimahullah. Pour ce qui est de nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 185 nouveaux patients. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 78 098, dont 122 guéris au cours des 24 dernières heures.
Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement 18 patients hospitalisés en soins intensifs. Les Sahraouis célébraient le 45e anniversaire de la République arabe sahraoui démocratique, un événement important pour la lutte du peuple sahraoui pour son autodétermination et son indépendance. Plusieurs pays, entre autres l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, mais encore l'Algérie, réitèrent leur soutien indéfectible au peuple sahraoui. Et il faut dire que les conditions sont dures pour les Sahraouis, en particulier ceux qui sont dans les territoires occupés. Pire encore, les détenus dans les geôles marocaines. Certains d'entre eux ont entamé une grève de la faim pour lutter contre l'oppression carcérale de l'occupant Yamina Saïdji. Baptisé compagnon du martyr El Wali, une grève de la faim de 48 heures a été entamée par les étudiants sahraouis détenus dans les prisons marocaines en solidarité avec leurs co-détenus. Mohamed Lamine Haddi, dont l'état de santé se détériore suite à son entrée en grève de la faim ouverte depuis 47 jours. Pour sa part, la famille du détenu sahraoui a tenu les autorités de l'occupation marocaine pour responsables de l'état de son fils incarcéré dans la prison marocaine de Tiflet. De ce fait, sa famille a pris attache avec quelques organisations internationales en vue d'intervenir et de sauver les vies des Sahraouis sans défense et celle des détenus politiques. Le conseiller politique de l'ambassade de la République d'Afrique du Sud à Alger a réaffirmé le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination conformément aux lois internationales. Le diplomate sud-africain a déclaré que son pays soutient les efforts pour le règlement du conflit au Sahara occidental, soulignant que la position de l'Afrique du Sud est basée sur le respect du droit inaliénable du peuple sahraoui à la liberté et à l'indépendance. À l'occasion du 45e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraoui démocratique, le représentant du Front Polisario en Suède et en Norvège, Hadi Kantawi, a indiqué que l'État sahraoui est un vecteur d'équilibre et de stabilité dans la région et a précisé que la célébration du 45e anniversaire de la proclamation de la race le 27 février intervenait cette année dans une conjoncture exceptionnelle marquée notamment par le retour de l'État sahraoui à la lutte armée suite à la violation par le Maroc de l'accord de cessez-le-feu signé sous l'égide de l'ONU ainsi que par un nouvel élan sur les plans diplomatiques et médiatiques et des développements au niveau de l'Union africaine et des Nations unies. Le responsable sahraoui a rappelé que le peuple sahraoui attend depuis 30 ans l'organisation d'un référendum d'autodétermination pourtant garanti par les résolutions onusiennes. L'actualité à l'étranger également. En bref, ce soir a commencé par le kidnapping de 300 jeunes filles au Nigeria. Le résumé est signé Mariam Damissa. Nouveau kidnapping au Nigeria où plus de 300 adolescentes d'un pensionnat ont été enlevées par des hommes armés qui ont envahi les dortoirs d'une école au nord-est du Nigeria. Le président Muhammadu Buhari a affirmé qu'il ne céderait pas au chantage des bandits qui attendent le paiement d'importantes rançons. Près de 100 migrants qui tentaient de rejoindre l'Europe par la mer ont été secourus par des gardes-côtes de la marine libyenne et ramenés à la base navale de Tripoli, alors qu'une vingtaine de passagers sont toujours portés disparus. Les États-Unis ont publiquement accusé le prince héritier d'Arabie Saoudite d'avoir validé l'assassinat du journaliste saoudien Jamel Khashoggi. Mohamed Ben Salman a validé une opération à Istanbul en Turquie pour capturer ou tuer le journaliste saoudien Jamel Khashoggi, écrit le renseignement américain dans ce document de 4 pages déclassifié à la demande du président Joe Biden alors que son prédécesseur Donald Trump l'avait gardé secret. Un énorme iceberg faisant près de 1200 km² s'est détaché de l'Antarctique à proximité d'une station de recherche britannique. Selon les experts, plusieurs scénarios sont possibles, soit l'iceberg va s'éloigner, soit il va s'échouer et rester à proximité. Une information sport avant de clore ce journal pour vous dire que le CR Belouizdad s'est incliné lourdement face aux Sud-Africains de Mamelodi Sundowns sur un score lourd de 5-1 en match comptant pour la deuxième journée de la Ligue des champions d'Afrique disputée aujourd'hui en Tanzanie. Le club sud-africain est aux commandes du groupe B avec 6 points devant respectivement le TP Mazembe avec 2 points, El Hilal avec 1 point, alors que le CRB est dernier avec 1 point également. Il faut rappeler aussi que le troisième match du Shabab Riyadi de Belouizdad, dans la plus prestigieuse des compétitions continentales, aura lieu le 5 mars prochain à Alger. Le CRB recevra El Hilal du Soudan. Et voilà donc la dernière information de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain.